Bonjour à tous, bonjour à toutes. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me recevez bien? Vous pouvez me dire dans le chat si la réception est bonne de votre côté. Je suis ravi de vous accueillir. Bonjour Émilie, bonjour Marjolaine, Cathy, bonjour Brady, bonjour Noémie qui me dit qu'on me reçoit bien, tant mieux. Bonjour Alice, bienvenue pour ce live. N'hésitez pas à me dire dans le chat dans quel endroit vous vous trouvez, pas forcément pour les vacances, mais dans quelle ville vous habitez, et peut-être le prénom aussi de votre enfant qui rentre en classe de quatrième dans les semaines qui viennent. Dans quoi? 3 semaines maintenant, un peu plus de 3 semaines, ce sera la rentrée. Noémie est à Lambersart et c'est pour sa fille Adèle. Alice, c'est Alban qui rentre en quatrième à Amiens. Bienvenue à tous. Bonjour Marge, voilà, je vous ai déjà dit bonjour. Et je vais me présenter à mon tour pendant que vous pouvez me dire dans le chat, dans le chat, oui, tout ce que vous voulez me dire sur votre enfant et aussi peut-être commencer par, enfin, si vous avez des attentes spécifiques pour ce live, n'hésitez pas à les signaler aussi. Bonjour à donc Marjolaine, c'est votre fils Balthazar qui rentre en quatrième et vous habitez à Bordeaux. Émilie, c'est pour votre fille Mayanne et vous habitez à Paris. Alors je me présente. Est-ce que vous voyez le support? Normalement, vous devriez voir mon support qui se présente et peut-être et sûrement moi aussi dans un coin. Mais normalement, si l'organisation fonctionne bien, vous devriez voir d'abord en plus gros que ma tête le PowerPoint. Voilà. Si ce n'est pas le cas, il faut me le dire. Normalement, sur la slide que vous devez voir apparaître, il y a un qui sommes-nous? Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que vous voyez bien qui sommes-nous? Benjamin et moi-même, nous sommes donc associés depuis une quinzaine d'années. On a créé un groupe d'éducation qui au départ était consacré à la préparation des concours pour les élèves du lycée, première, les terminales qui préparaient Sciences Po, les écoles de commerce, les écoles d'ingénieurs. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que vous voyez bien ce qui est écrit ici? Juste une première page de présentation pour vous dire un mot de qui on est. Est-ce que c'est bon? N'hésitez pas à me dire dans le chat si vous voyez bien, parce qu'après, je vais défiler pas mal de slides, donc c'est bon, vous voyez, ok. Super, donc moi je m'appelle Emery et j'ai été étudiant. D'abord, j'étais un élève, moi j'étais à Paris et je fais partie de ces élèves qui s'ennuyaient à l'école et je me suis réveillé un peu tard sur les bancs de la fac à Assas. Et puis ensuite, j'ai découvert, j'ai pris goût à l'effort intellectuel après mon bac. Et donc, je me suis réveillé. Ça m'a permis d'intégrer, après la fac, une grande école de commerce, le M Lyon, puis de devenir avocat. Et avec mon associé Benjamin, qui lui est agrégé de lettres et professeur de métier et diplômé d'HEC, on a monté il y a 15 ans un groupe qui s'appelle Cartesia Éducation. Et nous avons fondé notamment des prépas d'excellence que vous connaissez peut-être, les cours du Parnasse, admission parallèle, qui ont permis à plusieurs milliers d'élèves maintenant d'intégrer des grandes écoles. On connaît très bien les filières sélectives, on connaît l'importance de la scolarité pour avoir un dossier pour Parcoursup, un bon dossier. Et notre maître mot depuis 2010, c'est l'excellence pédagogique. Et on s'appelle la méthode Aristote. Pourquoi? Parce que Aristote était le professeur particulier d'Alexandre le Grand quand il était adolescent. Le père d'Alexandre était un roi de Macédoine. Et entre ses 12 et 17 ans, il a offert à son fils un accompagnement royal, puisque c'était Aristote lui-même qui chaque jour venait faire cours pour Alexandre. Et on dit que si Alexandre le Grand est devenu l'immense empereur, un des plus grands empereurs de l'histoire, c'est notamment grâce à l'éducation extraordinaire qu'il a eu la chance de pouvoir recevoir de la part d'Aristote lui-même. Donc au programme, je vais vous dire aujourd'hui, c'est pour ça qu'on s'appelle la méthode Aristote, parce que notre objectif, c'est d'accompagner les collégiens et les lycéens en leur offrant un accompagnement d'excellence aussi, mais avec les outils du 21e siècle. Ce qui ne veut pas dire se passer de prof, bien au contraire. On est convaincu que pour mettre un adolescent au travail, le motiver, lui donner la bonne méthode, il faut que l'humain reste central. Mais ça n'empêche pas de mettre entre les mains de nos professeurs tout un tas d'outils qui permettent à l'élève de retrouver son plan de travail. Je vous raconterai ça tout à l'heure. Au programme ce matin, d'abord merci de vous connecter un 11 août à 10 heures du matin.
c'est pas forcément très facile, j'imagine, pour l'organisation, mais je vais essayer de faire court et d'aller à l'essentiel pour vous dire d'abord les 4 défis qui attendent votre enfant en terminale, en quatrième, pardon. Je précise que j'ai 4 enfants et que j'ai justement un enfant qui rentre aussi en quatrième, moi, qui s'appelle Louise et qui rentre là en septembre. Et donc, les 4 défis qui attendent votre enfant bah, me concernent aussi. Ce que vous pouvez faire pour l'aider ensuite, quelles sont les attentes en français et en maths en quatrième, ce qui change en termes de méthode. Et puis, je finirai par vous dire un mot de l'état d'esprit nécessaire pour se mettre au travail, parce que ce qu'on a constaté en accompagnant des milliers d'adolescents, c'est qu'il y a quelques leviers qu'il faut bien connaître, et la méthode en est un, mais ça ne fait pas tout. Il faut avant tout se mettre au travail, et donc pour se mettre au travail, et parler un peu de motivation. Alors les 4 défis qui attendent votre enfant qui va rentrer en classe de quatrième, avant de vous les présenter, peut-être un petit sondage. Est-ce que vous pouvez me dire quelle est votre principale inquiétude? Le mot est un peu fort peut-être, mais en tout cas, questionnement à l'approche de l'entrée de votre enfant en quatrième. Est-ce que c'est sa motivation, le rythme de travail qui vous inquiète? Est-ce que c'est les écrans, le sommeil, ou son attitude à la maison, ou autre chose, hein? Bien sûr, si vous ne vous reconnaissez dans aucune de ces 4 propositions, vous pouvez tout à fait me dire ce qui constitue pour vous la principale inquiétude. Noémie, vous me dites les écrans. Émilie, le rythme de travail. Marjolaine, le rythme et le sommeil. Séverine, la motivation et le rythme de travail, tout comme Bérangère. Et Brady, c'est sa motivation. Cathy, sa motivation également. Ellie Co, vous me dites les écrans, le sommeil et son attitude à la maison. Alice, un peu tout comme Karine qui dit A, B et D. D'accord, bah écoutez, ça tombe assez juste du coup, ces 4 propositions. Alors, les 4 défis qui attendent votre enfant, je vais essayer de répondre à toutes ces questions et à essayer de vous rassurer sur ces points ou de vous donner du moins quelques leviers pour essayer de faire en sorte que cette année de quatrième soit la plus sereine possible. Les 4 défis de la quatrième, qu'est-ce que c'est? Le premier, c'est qu'il y a une accélération dans l'organisation du travail en quatrième. Un deuxième défi important, c'est que les relations sociales pour votre enfant vont devenir de plus en plus centrales et que ça va avoir un impact sur sa scolarité nécessairement. Sur le plan émotionnel, on rentre dans l'adolescence de plus en plus, il va y avoir des montagnes russes, et puis sur le plan strictement neuronal et intellectuel, son cerveau évolue et c'est pas inutile de savoir ce qui se passe dans sa tête. Alors d'abord, l'accélération dans le travail. La quatrième, c'est une classe où, a priori, comme ça, c'est pas la classe des grands changements, c'est pas comme la sixième, c'est pas comme la troisième avec le brevet, et, euh, et c'est pas comme la première, c'est pas comme la terminale. On a l'impression que c'est une classe qui est un peu finalement cachée ou dans laquelle on n'attend pas spécifiquement beaucoup de changements. En réalité, il y a beaucoup de changements silencieux qui vont avoir lieu, et notamment dans l'organisation du travail. C'est ça qu'il faut tout de suite retenir, c'est que la quatrième, c'est tout de suite une accélération en termes de charge de travail et avec une organisation qui va devoir changer. Il y aura des contrôles qui vont être annoncés, qui vont avoir lieu plusieurs en même temps la même semaine. Ils vont être annoncés de plus en plus en avance. Et donc, on va attendre de votre enfant qu'il planifie. Ça, c'est vraiment un enjeu qui va s'accélérer en quatrième. De plus en plus, on attend qu'il sache travailler seul. On va moins lui rappeler qu'il a des devoirs à faire pour le lendemain. Les profs vont être moins sur son dos pour lui rappeler ce qu'il doit apporter comme matériel, ce qu'il doit préparer comme rendu pour des exposés, par exemple. En fait, on va attendre de lui qu'il travaille seul, de plus en plus seul, qu'il sache s'organiser. Or, à cet âge-là, l'art de planifier, la planification, je vous le dis tout de suite, n'est pas acquise encore. Parce que ce que disent les neurologues quand ils se penchent sur le développement du cerveau à l'adolescence, c'est que le cortex préfrontal, qui est une petite zone qui se trouve à l'arrière du cerveau, c'est cette zone qui nous apprend à nous situer dans le temps. Et ce qui fait que vous êtes connecté ce matin à 11 août à 10 heures pour cette conférence, c'est probablement parce que vous avez entendu parler de cette conférence il y a quelques jours et vous avez planifié, vous avez fait ce geste mental qui est en fait un réflexe quand on est adulte, qui consiste à se mettre un rappel dans son agenda ou à s'organiser pour pouvoir être disponible. Pour vous, c'est complètement normal en tant qu'adulte. Vous avez un rendez-vous, plusieurs jours après, vous arrivez à vous organiser pour y être. Pour un enfant hein, de quatrième, pour un adolescent, c'est pas du tout aussi simple que ça. Pour vous, c'est vraiment un réflexe que vous avez intégré, mais c'est important de se dire que la planification, c'est
c'est lié au cortex, qui est la dernière zone neuronale à mûrir finalement. Et donc souvent on dit, on fait des procès en mauvaise volonté, on dit en fait l'enfant ne travaille pas, mais souvent c'est pas qu'il n'a pas envie, c'est qu'il ne se rend pas compte de ce que ça veut dire que travailler. Un contrôle dans 2 semaines, par exemple, pour un enfant de quatrième, pas tous, hein, mais en tout cas une partie d'entre eux, et la majorité d'entre eux, ça n'a aucune réalité. C'est-à-dire qu'ils sont dans l'instant présent. Peut-être eux qui sont plus sages d'ailleurs que nous, parce ils sont peut-être plus ancrés dans la présence. Mais bon, ça, quoi, ça entraîne des difficultés quand il faut s'organiser dans la vie, parce qu'on est obligé de se projeter. Et donc, la réalité pour eux, c'est ce qui se passe dans la journée. C'est ce qui se passe ce soir, c'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est ce qui se passe peut-être demain, mais pas plus loin. Ils ont du mal à se projeter. Il faut vraiment comprendre que c'est neuronal. Alors, il y a de la paresse parfois, c'est sûr, mais il faut bien comprendre qu'on n'est pas armé de la même façon, nous adultes. Et on a l'habitude de juger les enfants, nos adolescents, à travers nos acquis, notre cerveau à nous. Et parfois, on leur fait un peu vite un procès de manque d'organisation, comme si c'était faute de le vouloir. Parfois, c'est le faute de le pouvoir. Donc ça se travaille, l'organisation. C'est tout comme l'art de découper des tâches quand elles sont importantes, parce qu'on ne peut pas tout faire en même temps. Typiquement, un gros contrôle, ça ne se prépare pas en une séance, ça se prépare en plusieurs séances. Ça paraît évident pour vous, pour nous, adultes, pour un enfant de quatrième, pas du tout, ça s'apprend. Donc l'organisation du travail, la gestion du temps, les méthodes d'apprentissage, c'est l'enjeu principal de la classe de quatrième, parce que c'est là où on le constate, pendant cette classe-là, que les écarts se creusent. Ceux qui vont prendre le pli, qui vont comprendre que les devoirs, les contrôles s'organisent bien en avance, se planifient, ceux qui sont capables de voir en fait plus loin que les 2 jours qui viennent, sont ceux qui vont être les grands gagnants de cette classe. Il faut vraiment s'imaginer comme un enfant qui fait du vélo et qui regarde vraiment sa roue avant. Bah, s'il regarde que sa roue avant, il va probablement se prendre un arbre ou ne pas voir qu'il y a une voiture qui arrive. Donc le but du prof d'auto-école, vous l'avez peut-être vu, ou du prof de vélo, c'est de dire à l'enfant, regarde plus loin, regarde plus loin. Et effectivement, on n'a pas besoin de regarder sa roue, il suffit de regarder plus loin. Le vélo continue tout seul, et surtout, c'est nécessaire pour se projeter. Ça, c'est un exercice qui n'est pas évident, c'est pas acquis du tout pour eux. C'est le premier défi de la classe de quatrième. Alors, du côté des relations sociales, j'en parle parce que ça va avoir un impact énorme sur leur morale et leur scolarité finalement. En quatrième, le centre de gravité se déplace. Que pensent les copains va peser de plus en plus lourd et va compter finalement plus, hélas, et se dit que ce que vous dites, c'est ce que nous disons, puisque je suis concerné aussi. Vous avez probablement commencé à le constater. Si vous avez des aînés, vous le savez encore mieux que moi, mais même si vous n'avez pas d'aîné et que votre enfant qui rentre en quatrième est l'aîné, vous avez peut-être pu constater que ça y est, on rentre dans cet âge désagréable de l'adolescence. L'enfant n'est pas là pour vous repousser par principe, mais c'est parce que ce qui va lui permettre de se juger, de se comparer, c'est beaucoup plus les autres que votre propre point de vue. Donc il va s'habiller, parler, rire, se taire ou non en fonction d'un public qui n'est plus vous en fait. À la maison, ça se traduit par des portes qui se ferment, par des réponses laconiques en 3 mots, une vie qui se joue de plus en plus sur un écran ou dans une cour de récréation que vous ne voyez pas. Et donc c'est le début d'une métamorphose qui va s'amplifier jusqu'au lycée. C'est pas très agréable en tant que parent, mais c'est la vie et c'est même surtout nécessaire à la construction de l'individu, vous le savez, que de se détacher de ses parents. Et donc, évidemment, bah, ils sont moins fusionnels que quand ils étaient plus jeunes. Sur le plan émotionnel, et donc ça va avoir un impact sur la scolarité. Pardon, je reviens 2 secondes là-dessus parce qu'effectivement, comme le groupe compte plus, de plus en plus, selon que le groupe, les amis, sont dans de bonnes dispositions scolaires ou pas, ça va avoir un impact. Évidemment, on entend beaucoup de parents qui nous disent, moi j'aimerais bien qu'ils cultivent telle ou telle amitié parce que ça le tire vers le haut et au contraire, moins tel autre. Effectivement, le cercle proche va avoir un impact. C'est pas facile d'influer sur ce cercle proche, mais c'est sûr que essayez au moins de savoir et de connaître un peu les amis de vos enfants, parce que sur le plan scolaire, tout est mêlé. L'amitié et la scolarité, c'est très très lié. Et donc, c'est vrai que si votre enfant a des copains qui n'en foutent pas une et qui ne veulent pas travailler, qui se moquent de l'école, ça va être plus compliqué. Parce que à cet âge, on est dans le mimétisme beaucoup. Sur le plan émotionnel, ça va être les montagnes russes, ça y est, les transformations physiques et psychologiques de l'adolescence se mettent à tourner à plein régime, pour les filles en particulier. L'enfant commence à développer une connaissance de lui-même
plus importantes, mais ses émotions, il a du mal à les réguler. Donc il se connaît de plus en plus, mais se maîtriser, ça, il ne sait pas très bien faire encore. C'est un peu comme deux étages différents, hein. On a une croissance qui se fait en étapes, et donc il y a des choses qui grandissent plus vite que d'autres. Et donc, ça y est, il commence à connaître ses points faibles, ses points forts, mais les émotions, il a du mal à les maîtriser. Il faut bien se rendre compte qu'entre 11 et 16 ans, la testostérone est multipliée par 20 chez les garçons et les oestrogènes par 10 chez les filles. Donc, c'est physiquement une métamorphose très, très importante. Là aussi, il faut faire preuve d'un peu de compréhension et de bienveillance quand on est parent. On a oublié cette époque qui n'était pas très agréable probablement, mais ça va avoir un impact aussi sur la scolarité. Et du côté du cerveau, il évolue, et ça c'est très important de le comprendre, parce que le cerveau, à cet âge-là, va commencer à faire le tri entre les connexions neuronales qui sont utiles selon lui et celles qui sont inutiles. Et comment est-ce qu'il va trier? Ben, en fonction de celles qui sont utilisées fréquemment ou pas. On perd de la matière grise entre 12 et 20 ans. Ça ne veut pas dire qu'on devient bête, ça veut dire qu'au contraire, le cerveau va faire une sorte de sélection naturelle et va couper des connexions, des branches, c'est comme les branches d'un arbre, et il va envoyer du coup plus de sève, un peu comme quand on taille un rosier, aux connexions qui demeurent. Donc elles vont devenir plus musclées, plus fortes. Inversement, il va abandonner certaines connexions qu'il juge inutiles. Et donc, des gestes mentaux, qui sont des exercices comme reformuler un énoncé avant de chercher, estimer l'ordre de grandeur, pour comparer les résultats qu'on a trouvés avec son calcul, pour vérifier qu'il est plausible, se tester de mémoire plutôt que de relire. Il y a des dizaines de gestes mentaux qu'on fait quand on travaille. Si ces gestes sont répétés, on envoie à notre cerveau le signal que ces circuits neuronaux qui sont utilisés pour les réaliser, ces gestes, doivent être renforcés. C'est une branche qu'on garde. Inversement, s'ils sont rarement réalisés et s'ils ne s'automatisent pas, ces gestes, eh ben, le cerveau va les négliger. Ça ne veut pas dire qu'on ne pourra plus les faire, mais que ça va devenir coûteux. Ça, c'est un mot qui est très important de comprendre, c'est que les enfants sont tous capables de réaliser ce qu'on attend d'eux. Simplement, ça va être plus coûteux pour certains que pour d'autres. Voilà, c'est par exemple le cas pour les élèves qui ont des besoins éducatifs particuliers, les TDA, les 10, ils peuvent arriver au même résultat, simplement ça va être beaucoup plus coûteux qu'eux. Et donc ça va leur demander plus d'énergie. Et donc ils vont s'épuiser plus vite. Ok. Ça c'est important de le comprendre. Le cerveau, il se passe plein, 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 plein de choses. Et donc c'est quatre défis qu'il va devoir gérer. Alors, ce que vous pouvez faire vous, ce qu'on peut faire nous en tant que parents, d'abord, ça. Bah oui, votre fille a un TDA, dit Noémie. Je suis concernée aussi par le sujet. Je ferai une conférence dédiée dessus parce que nous, on a pas mal d'élèves qu'on accompagne justement avec des parcours assez dédiés parce qu'ils ont des difficultés pour se concentrer. Et c'est vrai que ce côté coûteux est manifeste pour eux. Mais c'est vrai aussi de ceux qui sont pas TDA et qui ont juste du mal à s'organiser en fait. Donc, autant que parents, qu'est-ce qu'on peut faire? Je vais passer rapidement parce que je pense que vous le savez, mais c'est bien de le rappeler quand même. Assurer un cadre de vie sain, ça veut dire quoi? Que disent les pédiatres? Le sommeil. Le sommeil, 9 heures à 11 heures par nuit à 13-14 ans. C'est difficile d'obtenir ça quand on est parent, hein, pour son ado, mais il faut essayer de ne pas trop se décaler de cet objectif. Et le week-end, justement, éviter un décalage de plus d'une heure. La dette de sommeil se paye immédiatement en mémorisation, en attention à l'école. Les écrans, évidemment, enfin évidemment, il est dit qu'il faut éviter de les consulter une heure avant de s'endormir. Ce que dit l'Académie nationale de médecine en 2026, c'est qu'il y a 70% des adolescents qui manquent de sommeil. Donc ça doit être un combat. Pas facile, mais il faut le mener, ce combat. Et tout comme l'alimentation et le petit déjeuner. Parfois, les ados n'ont pas envie de manger le matin. En fait, il faut ruser, il faut proposer du sucré, du salé, des fruits, changer, mais en tout cas, il faut qu'ils partent le ventre plein. Et s'ils sont s'ils n'ont pas mangé le matin, c'est très compliqué de se concentrer. S'ils ont mangé trop de sucre, inversement, c'est compliqué de se concentrer aussi. Donc, il y a un enjeu de nutrition, de diététique au petit déjeuner, si on veut donner à notre ado la chance d'être concentré le matin. Et puis, il faut bouger, il faut faire du sport. Là aussi, hein, c'est une recommandation de l'OMS, au moins 1 heure d'activité physique par jour. Ça peut être de la marche, ça peut suffire. Mais la réussite scolaire dépend aussi de tout ça. Alors, les écrans. Donc, quatrième, c'est c'est l'âge de l'entrée massive sur les réseaux. Et depuis le 21 juillet dernier, il y a 2 semaines, vous le savez probablement, les réseaux sociaux sont interdits aux moins de 15 ans. Ça peut prendre effet à la rentrée, je crois, à condition que le conseil
constitutionnel valide cette loi. Donc là, déjà, ça va vous aider, puisqu'il ne pourra plus, il n'aura plus le droit d'aller sur TikTok, Instagram, sur Facebook ou sur d'autres réseaux. Mais vous pouvez aussi, vous, ajouter des règles que moi j'ai trouvé que je trouve intéressantes. C'est quoi ces règles qui, à mon avis, peuvent être très utiles, mais on peut ne pas être d'accord, hein. N'hésitez pas à réagir dans le chat si vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais ce que j'ai trouvé comme règle que je trouve intéressante, c'est pas de téléphone dans la chambre la nuit, pardon. Si on le recharge dans le salon, il n'y a pas de tentation de, si on ne dort pas, le regarder. Donc, il est à l'extérieur. Deuxièmement, les horaires, on parle d'horaire, pas d'horaire, mais pas de durée, pardon, mais plutôt d'horaire, c'est-à-dire le matin, avant les cours, pendant les repas, pas de téléphone, c'est des règles, c'est comme ça. Là encore, hein, je ne vous dis pas que c'est ce qu'il faut faire, je vous présente ces règles, chacun choisira, mais je trouve qu'elles sont intéressantes en tout cas. Évidemment, parler de ce qu'on trouve sur Internet, puisqu'il va y aller de plus en plus. Donc, attention, la pornographie, les contenus violents, les fake news sont autant de débats, de sujets qu'il faut savoir mettre sur la table. Et puis, alors là, dernier sujet qui est de la règle que je trouve un vrai défi à titre personnel, c'est montrer l'exemple. Évidemment que si vous êtes sur votre téléphone, ça va être compliqué pour votre enfant qui va être très sensible à l'injustice de lui dire que non, il faut qu'il lâche le sien. Bon. Alors, trouver l'équilibre entre présence et autonomie, voilà ce que vous pouvez faire aussi. Ce changement social qui fait qu'il se met un peu en retrait à la maison et qu'au contraire, c'est le groupe de ses copains qui va compter le plus. Le piège, c'est de se sentir en tant que parent rejeté. C'est pas un rejet. Votre enfant, il apprend juste à exister en dehors de vous. Et donc, euh, quand on voit que c'est notre flotte, ça ne veut pas forcément dire qu'il y a un désintérêt de l'école, c'est souvent que son attention est partie ailleurs, et souvent accaparée par le groupe, les amis. Donc vous me dites là, Karine me dit, le contrôle parental chez vous, c'est téléphone au salon exclusivement et déconnexion de 7h à 21h. Ben voilà, parfait. OK. Euh, donc attention à ne pas juger trop vite des notes qui s'effondrent. Ça peut être lié à ça, au fait que l'esprit est parti ailleurs, que sa participation au groupe d'amis. En fait, à cet âge-là, les amitiés deviennent plus profondes, plus fortes. Donc quand ça se passe bien ou quand ça se passe mal, tout d'un coup, en fait, on peut être très, très impacté, hein. Il peut être un jour le, le- le roi du monde et le lendemain le roi du désespoir. Rien n'a changé, mais sauf que bah, sa meilleure copine ou son meilleur copain lui fait la gueule. En fait, on est beaucoup plus impacté quand on est adolescent par ces changements-là, et donc ça va avoir un impact forcément sur sa motivation. Et donc, il faut savoir tout ça, et il faut rester à la bonne distance, trouver l'équilibre entre présence et autonomie. On ne peut pas faire à sa place tout, on ne peut pas être complètement absent non plus. Votre rôle n'est plus d'être le centre, malheureusement, mais de rester un peu à point fixe, ce qui est pas évident. Valoriser les efforts et non la perfection. Ça, c'est très important. Les encouragements, la reconnaissance de ses réussites, offrir un cadre sécurisant, bon, tout ça va favoriser la confiance. Et donc, lui dire que vous lui faites confiance, c'est vraiment quelque chose d'important vis-à-vis de la scolarité. Moi, je peux vous raconter une anecdote personnelle. Quand j'étais à la fac, euh, mes parents m'ont toujours dit, quand j'allais à mes examens, que j'allais réussir parce qu'ils me faisaient confiance. Et mon meilleur pote à l'époque, euh, ses parents lui disaient exactement le contraire. Ils disaient, bah, je suis sûr que tu vas encore rater. Et à la fin, bah, c'est ce qui se passait. Et je pense que c'est tout à fait performatif, ce genre de phrase. Quand on sent que nos parents nous font confiance, on doit être là, on doit être au rendez-vous, et on se prend en main davantage. Et donc, il faut savoir verbaliser ce genre de choses. Et puis, présenter les erreurs, parce qu'il y en aura, comme des occasions d'apprendre. Je vais vous donner peut-être quelques citations, parce qu'elles m'inspirent beaucoup, moi, mais je ne sais pas si ça vous parlera, mais sur l'erreur, par exemple. Le sport, c'est souvent une métaphore qui parle, alors pas forcément à tout le monde, mais à certains d'entre eux. Michael Jordan, un des sportifs, un des basketteurs légendaires, disait la chose suivante: j'ai raté 9000 tirs dans ma carrière, j'ai perdu presque 300 matchs. 26 fois, on m'a fait confiance pour prendre le tir de la victoire et j'ai raté. J'ai échoué encore et encore dans ma vie. C'est pourquoi je réussis. Pour ceux qui préfèrent le tennis, Federer, qui raconte que la perfection est impossible, qu'il n'a gagné que 54% de ses points au cours de toute sa carrière. Donc, relativiser l'échec, en fait, l'échec, l'erreur, c'est hyper formateur, hyper constructif. C'est à condition, évidemment, qu'on sache en tirer parti. Et donc, si on a une mauvaise note, un 6 sur 20, un 8 sur 20, c'est pas grave, à condition qu'on prenne le devoir et qu'on passe du temps. Pas juste à regarder la note et l'appréciation générale, mais qu'on rentre dans la copie pour vraiment comprendre là où on a perdu des points. Et là,
l'échec devient du coup une occasion de progresser énorme. Nous, on passe beaucoup de temps avec nos élèves dans leur copie parce que c'est les erreurs qu'ils ont commises qu'ils ont le plus de chances de recommettre la fois d'après. Donc, c'est très important de valoriser l'erreur, disons, c'est un regard sur l'erreur. Est-ce que, avant que je continue, je fais une petite pause interactive pour vous rendre la parole avec votre ado en ce moment, qu'est-ce que vous diriez? Est-ce que le plus dur, c'est de garder le dialogue, de poser les cadres dont j'ai un peu parlé là, à la maison, de gérer les émotions, de l'aider dans son travail ou autre chose? Noémie, vous me dites les quatre. Émilie, gérer les émotions. Ben oui, évidemment, je comprends. C'est un vrai enjeu. C'est aider, me dit Isabelle, donc les émotions et l'aider dans le travail. Karine, les émotions également. Cathy, les quatre. Myriam, vous me dites que c'est gérer les émotions et l'aider dans le travail. Marjolaine, c'est les émotions, mais liées à son TDA ou TSA. Fazia, les quatre. Tout, ok, bah oui, on est à un âge. Franchement, c'est chaud en tant que parent de gérer ça. C'est pas facile pour eux et c'est pas facile pour nous non plus. Alex, vous me dites, ah, en dehors du range ta chambre, mais arrête de souffler. Bah oui, ils vous répondent qu'ils ont la flemme tout le temps. Je vais y venir un peu plus tard. C'est effectivement un gros enjeu. Alors, pour l'aider dans le travail, justement, rentrons un peu dans le détail de ce qui l'attend en quatrième, en français et en maths. Ce qui a changé, ils sont fatigués de tout, vous me dites Karine, bah oui, bien sûr, mais en fait, là encore, on peut les comprendre. Grandir, c'est épuisant. À cet âge-là, c'est physique aussi, hein. Les hormones travaillent à plein régime. Vous l'avez vu, hein, la multiplication des oestrogènes et de la testostérone par 10 et par 20. Il faut s'imaginer, il faut se rappeler que c'est une révolution dans le corps aussi. Euh, Qu'est-ce qui change? Alors, en maths et en français. En français, qu'est-ce qui change? Bah, d'abord, les textes vont devenir plus longs et plus denses. Le programme en quatrième, c'est le 19e siècle, donc Maupassant, Hugo, le fantastique. On va parler des œuvres, ils vont travailler sur des œuvres intégrales et pas juste sur des textes isolés. Euh, c'est une langue qui est plus exigeante que celle des textes qu'il travaillait jusqu'à présent. Il y a une charge de lecture qui augmente. Il y a un enjeu de lecture, hein, je vous le dis tout de suite. C'est clair que selon qu'un enfant est à l'aise dans la lecture ou pas, il va avoir des facilités en français. C'est vraiment enfoncer une porte ouverte que de dire ça. Et l'enjeu de donner envie de lire, c'est vrai que c'est quelque chose de pas évident, mais vous avez encore, là, on a encore 3 belles semaines d'été, donc peut-être que vous pouvez essayer de mettre un livre entre les mains de votre ado. Je ne sais pas s'ils ont envie de lire ou s'ils aiment lire, vous pouvez me le dire dans le chat ou pas. Moi, j'ai la chance d'avoir une fille qui adore lire, mais ce n'est pas le cas de tous mes enfants. J'en ai quatre et les trois autres, bah, c'est pas tous, ils n'ont pas tous sur le même modèle. Mais c'est vrai que l'été, c'est souvent propice à la lecture. Alors, lire quoi? Euh, c'est sûr que pour ceux qui n'aiment pas lire, l'enjeu, moi j'ai remarqué un truc qui marche bien, c'est de prendre des romans ou des nouvelles avec une charge de suspense assez élevée, une grosse intensité de suspense, c'est-à-dire bah, par exemple les Arsène Lupin. Et ce qui marche bien, je remarque qu'ils ont du mal à s'y mettre, mais que quand on les lance, ça fonctionne. Je m'assieds dans un canapé, je prends un livre que j'ai volontairement choisi, bah, prenons Arsène Lupin, Gentleman cambrioleur, le premier. Je démarre, je lis le premier chapitre, et dès que je sens que mon enfant est accroché, je m'en vais, et là, il prend le livre et il continue. Mais il ne l'aurait jamais ouvert lui-même. Donc il y a un enjeu d'arriver à Le Comte de Monte-Cristo, extraordinaire roman, mais vraiment fondateur, mais là encore, c'est un pavé, et il faut s'y mettre. Une façon de s'y mettre, c'est bah, peut-être par exemple d'écouter, de le lancer en le faisant écouter dans la voiture si vous avez des trajets, par exemple, la version audio du livre. S'il a écouté les deux, trois premiers chapitres, peut-être qu'il va avoir envie de lire la suite, quoi. Donc il faut ruser, en fait, en gros, pour essayer de donner envie de lire. C'est pas facile, mais ça peut se faire. Euh, bon, ensuite, au-delà des textes, ce qui va rentrer en ligne de compte en français, c'est de plus en plus l'argumentation raisonnée. En cinquième, on disait, par exemple, raconte-moi un souvenir de vacances. Et en quatrième, ça va être, pensez-vous que la lecture soit essentielle pour grandir? On voit bien que là, ça y est, on est dans des problématiques. On va parler beaucoup plus des idées. On va attendre finalement des enjeux de rédaction avec une introduction, du développement, un développement des transitions entre les parties du développement, une conclusion. Bref, la quatrième prépare déjà le brevet, le lycée, puis les exercices de rédaction qu'on va retrouver jusqu'au bac, mais même au-delà du bac, pendant beaucoup de filières d'études supérieures. En maths, qu'est-ce qui change? Bah, en cinquième, on devait appliquer une formule donnée. Point.
et s'arrêter là. On n'était pas trop encore dans la justification. Ça commençait un peu, mais à peine. En quatrième, ça y est, il faut démontrer. Donc en cinquième, un exercice type, c'était calcule cet angle. En quatrième, c'est démontre que ce triangle est rectangle. Tout est dans ce démontre, puisque trouver le bon nombre ne suffit plus. Il va falloir justifier pourquoi c'est le bon. Le quatrième, c'est finalement la quatrième, c'est le passage de un peu la réponse automatique à la démonstration articulée. Ça, c'est très important de le comprendre. Et ça va s'accélérer ensuite en troisième. Et puis là, en seconde, c'est vraiment le grand virage des maths où on se met à ne plus devoir utiliser une théorie, un théorème, une règle, une notion pour répondre à un exercice, mais trouver parmi tous les théorèmes qu'on a à sa disposition celui ou ceux qui sont nécessaires et comment les combiner entre eux. Donc c'est à chaque fois, chaque marche, il y a un palier différent. J'ai fait une petite, comment on dit, story sur Instagram, si vous voulez, qui explique chaque marche, chaque raisonnement attendu pour chaque classe, chaque niveau. Il y a 5 niveaux, 5 types de raisonnement attendus en maths, pour vous donner une idée de ce qu'il attend. Ça, c'est pour la quatrième. Alors, la méthode attendue, parce que là, j'ai parlé du français et des maths, mais la méthode, je vous en ai parlé tout à l'heure, mais je veux en remettre une couche. Ce qui change, c'est beaucoup en termes d'organisation. Il faut savoir anticiper le travail. Un contrôle annoncé 1 ou 2 semaines avant se prépare dès l'annonce du contrôle, pas la veille. Il faut qu'ils comprennent que, en fait, il y a une sorte de soulagement mental énorme à mettre derrière soi, tout ce qu'on peut mettre derrière soi. Et inversement, à repousser éternellement ce qu'on doit faire, on croit qu'on se libère l'esprit, en réalité, on se l'encombre. Et donc, quand on a un contrôle dans 2 semaines, il faut essayer de montrer à l'enfant la joie presque que ça représente de s'y mettre tout de suite. Parce qu'ensuite, on est beaucoup plus détendu, on ne voit pas ça comme une épée de Damoclès qui se rapproche et qu'on ne veut pas voir. Donc il faut réussir à leur faire comprendre que l'organisation, c'est aussi ça, trouver du plaisir dans le fait d'attaquer tout de suite ce qui est dur. Hein, quand on a plusieurs choses à faire et qu'il y en a qui sont faciles et d'autres difficiles, vous l'avez probablement vécu en tant qu'adulte, on s'attaque d'abord aux choses difficiles. Comme ça, on les met derrière soi. On va au combat, en fait, un peu. Il faut y aller parce que, en fait, après, c'est le gage d'une paix intérieure davantage. Donc, il faut comprendre que c'est dans leur intérêt, plutôt que de laisser le mur se rapprocher. Être en maîtrise, finalement, du temps qui coule plutôt que de devoir le subir. Ça, c'est quelque chose qui touche à la sérénité d'esprit toute la vie, vous le savez très bien, et c'est à eux de le comprendre et c'est à nous de le leur faire découvrir, je pense. Donc, anticiper le travail, c'est sûr. Relire ses notes. Évidemment que quand on lit les notes le soir, c'est très difficile à faire. C'est pas un bon réflexe, c'est pas un réflexe facile à prendre. Mais une fois qu'on l'a pris, en fait, qu'est-ce que ça change la vie? C'est vraiment, on fixe dans sa mémoire ce qu'on a vu dans la journée. Quand on le revoit 2 jours, 10 jours plus tard, il y a déjà une première couche dans la mémoire qui a été posée et on s'en rappelle beaucoup plus facilement. Et puis, il faut apprendre à un enfant de quatrième à travailler, tout simplement. En fait, ils n'ont jamais appris à apprendre. Et ce que j'ai remarqué en suivant, en observant beaucoup d'ados travailler, c'est que la plupart d'entre eux, dans la plupart des cas, ils ne savent pas qu'ils ne savent pas. Ils lisent leur leçon 1 fois, 2 fois, et puis après, ils considèrent qu'ils la connaissent. Et donc, ils passent à autre chose. Sauf qu'en fait, ils ne la connaissent pas. Ils ne la connaissent pas pas parce que ils sont paresseux, mais parce que personne ne leur a jamais appris ce que apprendre veut dire vraiment. Apprendre, ça suppose de comprendre ce que ça veut dire qu'une séance de travail. On commence par quoi, par exemple? Hein, en général, ils commencent sans réfléchir. Euh, Si vous êtes dans une entreprise, vous savez que souvent les réunions commencent par des objectifs. Cet objectif, c'est cette réunion. Qu'est-ce qu'on attend de cette réunion? Parfois, on se donne la parole. Et pour être bien au clair sur le afin de, eh ben, un enfant devrait commencer sa séance de travail en se disant, cette séance sera réussie si quoi? Et je me donne les objectifs. Et puis à la fin de la séance, pour bien faire, un enfant doit se demander aussi, comme le fait un adulte, si c'était une bonne ou une mauvaise séance. Si c'était une bonne séance, pourquoi? Si c'était une mauvaise séance, pourquoi? Et s'il sait se regarder travailler, s'il rentre dans sa tête, il va du coup être capable de mettre en place des leviers de progrès qui vont avoir un impact énorme. C'est ça la méthode de travail, c'est ça qu'on essaye d'enseigner dans le cadre de la méthode Aristote. Donc repenser le concept de séance de travail. Comment on choisit ce sur quoi on travaille? Comment est-ce qu'on priorise? Comment on mémorise concrètement? Qu'est-ce qu'il écrit sur sa feuille? Bref, tout ça, c'est l'art de savoir travailler, en fait. C'est ça qui doit s'apprendre, qui doit s'enseigner, et qu'on apprend assez peu à l'école. En quatrième, il faut aussi comprendre avant d'apprendre. Ça, c'est quelque chose, on rentre dans les classes où on ne peut plus réciter ces leçons comme un perroquet sans la comprendre. Je vous ai mis ici
le tonneau des Danaïdes. Vous savez, c'est ce mythe qui raconte dans la mythologie grecque la punition des Danaïdes, qui sont des sœurs qui ont tué leur époux, parce qu'on voulait les forcer à les épouser, le jour de leur nuit de noces, enfin, lors de la nuit de noces. Et comme punition, elles sont envoyées en enfer, ces Danaïdes, et leur punition éternelle, c'est de devoir remplir un grand tonneau qui est percé, parce que je ne sais pas si vous voyez en dessous, en dessous de ce tonneau, l'eau ressort. Et donc l'eau s'échappe sans cesse sitôt qu'elle la verse. Et donc remplir le tonneau des Danaïdes, c'est une expression qui désigne une tâche qui est sans fin, qui est impossible à réussir. Et là, souvent, les enfants, quand ils apprennent, c'est ça qui se passe. Ils remplissent leur tête comme si c'était un tonneau percé de connaissances qui s'échappent aussitôt parce qu'ils n'ont pas appris à les fixer. Ils ne savent pas ce que c'est que mémoriser, en fait. Et là encore, ça s'apprend. Ça s'apprend comment? Bah, par exemple, en faisant une fiche. La quatrième, c'est le début des fiches. Il faut savoir faire des fiches. On peut se rappeler ce que c'est qu'une fiche, c'est important. Une fiche, c'est le passage d'une information dans la mémoire long terme. Et la condition pour le passage de cette information dans la mémoire long terme, c'est qu'elle soit traitée de façon personnalisée, cette information. Et donc, une bonne fiche, une fiche qui mérite d'être appelée une fiche, c'est pas une fiche universelle, c'est pas une fiche qui ressemble à celle de son voisin, c'est au contraire une fiche qui est distinctive. Donc, ça n'a pas de sens de récupérer la fiche de son voisin, par exemple. Ça n'a aucun sens. Une fiche, ça doit être produit par soi-même, puisqu'il faut digérer l'information, il faut la traiter, l'encoder, en fait, dans sa mémoire de façon personnalisée. Et donc, plus la fiche est créative, plus on y trouve des dessins, des symboles qu'on ne trouve pas dans la fiche de son voisin, plus elle est digne d'être appelée fiche. Donc, si votre enfant produit des fiches comme celle-là, de très belles fiches, vous voyez, ça c'est typiquement une fiche d'une étudiante ou d'un étudiant bien sage, bien euh, qui pense faire les choses de façon très scolaire. En fait, ce n'est pas des fiches, ça. Ça, c'est simplement le recopiage d'un cours avec une petite sélection d'informations. Une vraie fiche, en fait, ça doit être très distinctif. Vous voyez, on n'a même pas la peine de voir ce qu'il y a écrit sur ces fiches pour voir que ce sont des fiches qui sont dans lesquelles l'information a été retraitée. L'enfant s'est demandé comment recopier, enfin pas recopier justement, comment transcrire sur sa page une information après l'avoir digérée. Et donc il y en a qui mettent des flèches, il y en a qui mettent des schémas, il y en a qui apprennent à mettre parfois des moyens mémotechniques comme le fameux Méhou et donc Ornicard, il y en a qui font des blagues qui leur rappellent des références culturelles qui n'appartiennent qu'à eux, mais n'empêche que tout ça, ce sont des crochets mémoriels qui permettent à l'information de remonter à la surface quand on en a besoin. Donc c'est très très important de comprendre qu'en effet, l'intelligence artificielle est un adversaire de ce point de vue et pas un allié, parce que vous pouvez faire produire n'importe quelle fiche avec une IA, ça ne mérite pas d'être appelé fiche. C'est un cours, c'est une synthèse, si on veut, mais ce n'est pas une fiche. Une fiche, c'est il faut que ce soit vous qui la produisiez et que vous la produisiez en vous demandant comment vous voulez disposer sur votre feuille les informations pour qu'elle joue son rôle de fiche, c'est-à-dire de passage de l'information dans la mémoire long terme. Nous, on fait des ateliers de fichage pendant lesquels on demande aux enfants, on leur fait un cours avec plusieurs éléments importants à retenir. Ils font leur fiche en direct, ils nous la montrent. Après, une fois qu'ils l'ont faite, on leur demande de déchirer leur fiche. Ils reprennent tous une page blanche et ils la refont de zéro, de mémoire, avec les moyens mémotechniques qu'ils avaient imaginés, qu'on leur avait suggéré d'aller chercher dans leur tête à eux. Au départ, quand ils ont fait la première fiche, à la fin, ils ont une deuxième fiche. La première est déchirée, la deuxième a été refaite dans la foulée, et c'est bon, l'information, elle est fixée dans la mémoire pour plusieurs semaines. Après, il faut les revoir, c'est une autre chose, mais en tout cas, l'art de faire une fiche, c'est quelque chose qui s'apprend. Alors, avant la rentrée, un petit sondage encore. Qu'est-ce qui vous semble la priorité pour votre enfant? Est-ce que c'est de reprendre les bases? Est-ce que c'est de retrouver une méthode? Est-ce que c'est de reprendre confiance? Est-ce que c'est de souffler pour commencer? Retrouver une méthode, vous me dites. Cathy, Alex, Alice, ok, ouais. Karine, vous me dites comment réussir avec un enfant en TDAH aux capacités d'attention et de motivation limitées avec malheureusement une grosse surcharge cognitive. Alors, il y a des techniques là-dessus, hein. C'est sûr que c'est pas facile. Je vais, on a pas mal bossé là-dessus avec des psychologues qui ont accompagné beaucoup d'enfants TDA. Il y a des trucs à connaître, mettre un minuteur, notamment fractionner les exercices, et puis donner du sens, on va y revenir.
Émilie, vous dites c'est reprendre confiance. Marjolaine, pour vous, reprendre les bases et reprendre confiance. Timothée, reprendre confiance. Souffler d'abord pour Stéphanie. Ok, effectivement, c'est aussi important. Mais là, on arrive mi-août bientôt, donc on peut considérer que la pause mérite d'être un moment terminé. Mais ok, bon, vous avez tous des priorités qui se ressemblent quand même beaucoup. Reprendre les bases, la méthode, la confiance. Euh, Effectivement, c'est pas évident après une grosse coupure de l'été d'arriver à s'y remettre. Et alors justement, se remettre au travail, se mettre au travail ou se remettre au travail, c'est avant tout une question d'état d'esprit. Et là, je voudrais vous rappeler quelque chose d'important, c'est que si votre enfant traîne, repousse, abandonne dès que ça résiste, c'est un peu normal en fait. C'est-à-dire que l'effort intellectuel, ça a un coût. En fait, c'est une souffrance, tout simplement. Donc, c'est normal, en tant qu'humain, de l'éviter. En fait, à part les enfants qui sont vraiment il y en a hein, qui sont déjà qui adorent l'effort intellectuel, qui prennent ça comme un jeu. La majorité des cas, dans la majorité des cas, apprendre quelque chose ou comprendre quelque chose, ça fait un peu mal à la tête. Donc, bah, on évite. Et souvent, en plus, à cet âge-là, le rapport à l'effort, il est assez binaire. C'est-à-dire, soit je comprends, c'est bon, soit je comprends pas. Et donc, c'est parce que soit je suis nul, soit en tout cas, j'abandonne, quoi. Parce qu'ils confondent difficulté et incapacité. Et donc, ils se protègent en disant, bah, de toute façon, je vais rater, je ne comprends pas, j'arrête. Et le téléphone et l'IA en particulier sont des concurrents très déloyaux pour ça, parce qu'ils donnent, eux, une récompense immédiate. Et donc, le travail devient beaucoup plus insupportable à leur génération qu'il l'était à la nôtre. Moi, je me rappelle quand je devais faire des dissertations, j'y passais des heures, c'était dur, mais en fait, j'avais pas tellement d'alternatives. Personne ne pouvait me donner la réponse en une seconde. Maintenant, l'IA peut faire en 3 secondes, même pas une seconde, ce qu'il doit faire en plusieurs heures, et en plus, il le fait mieux. Donc, c'est un peu décourageant. C'est pas facile en 2026, quand on est ado, de comprendre qu'il faut savoir chercher 10 minutes sans trouver, sans qu'on considère que c'est anormal, en fait. C'est un effort que seul le cerveau humain doit fournir, mais ne pas le fournir au motif que l'IA au téléphone peut le fournir, c'est prendre le risque que ces connexions neuronales dont j'ai parlé soient moins sollicitées et donc que le cerveau les mette un peu en friche, quoi. Donc c'est hyper important d'arriver, pour se mettre au travail, à développer le bon état d'esprit. Ça suppose de commencer à se concentrer. Et là, je reviens à mon petit cortex préfrontal, là, qui est à l'arrière du cerveau. C'est le siège du contrôle des impulsions. Et vous avez compris que c'était la partie qui n'était pas mûre encore. Et donc, ils ont du mal à résister à une distraction à leur âge. C'est assez amusant de voir que les enfants, souvent, mettent un temps fou à se mettre au travail. Je me rappelle d'une élève dont les parents me parlaient en me disant, mais Clara, elle est en quatrième, justement, quand elle doit faire un exercice de maths, mettons qu'elle doit faire un triangle rectangle, ben, il lui faut une équerre, donc elle se lève pour chercher une équerre. Et puis elle la cherche, elle la trouve pas, donc elle va dans la cuisine, et puis là elle passe devant une baguette de pain ou une pomme, et elle se met à se faire un petit goûter, puis elle cherche encore un peu son équerre dans la salle, dans le salon, elle tombe sur une BD, donc elle s'assied sur le canapé. Elle s'assied sur le canapé, elle lit un peu la BD. Le chat vient sur ses genoux, donc elle se met à le caresser. Et au bout d'une heure, en fait, elle n'a toujours pas l'équerre. L'exercice n'a pas été fait. Tout ce qui aurait été, enfin, un quart d'heure aurait suffi si elle avait été concentrée, mais elle a complètement traîné. En fait, ils vont à cet âge-là essayer de trouver un maximum de prétextes pour ne pas s'y mettre, parce qu'ils n'arrivent pas à résister, en fait, à tout simplement aux tentations, aux distractions qui sont nombreuses. Donc, il y a des techniques, des rituels qui doivent aider les enfants à se mettre au travail et à décomposer les exercices, à leur apprendre à fournir l'effort. Donc, c'est pas forcément les mêmes règles selon les différents élèves, parce qu'il y en a qui sont plus ou moins concentrés naturellement, mais il faut apprendre à ces élèves. Nous, on fait des grands ateliers de méthodologie pour leur montrer comment on travaille, comment on s'y met, comment on se concentre. Et puis comment on donne du sens aussi, parce qu'il faut donner une bonne raison aux enfants d'apprendre ce qu'on leur demande d'apprendre. C'est le sens au départ qui déclenche l'envie. Et après, une fois qu'on a l'envie, on ajoute la couche de méthode et les progrès suivent et ils tiennent dans le temps. Mais il faut le prendre dans cet ordre-là. Je pensais à à une de nos élèves qui détestait absolument les maths, était absolument fâchée avec les maths, et sa prof en plus lui disait à propos d'une leçon qu'elle devait réviser que ça servait à rien dans la vie. Rien de plus bête que ça, parce que les maths, c'est la vie. Donc en fait, il faut essayer de faire comprendre le lien entre les maths et la vie.
Et ce lien, il peut être fait de mille façons. Il peut être fait de mille façons et je m'apprête à essayer de diffuser des vidéos que vous pourrez suivre si vous voulez sur Instagram en prenant les métiers qui sont les plus souvent choisis par les ados pour leur expliquer que oui, ça sert si on veut devenir vétérinaire, si on veut devenir entrepreneur, si on veut devenir influenceur, si on veut devenir sportif de haut niveau, de faire des maths ou du français. C'est indispensable en fait. Et il faut trouver le lien, leur montrer qu'il existe un lien entre ce qu'ils aiment dans la vie, ce qu'ils veulent faire dans la vie et ce qu'ils apprennent à l'école. Et souvent, ce lien, il n'est pas assez fait. À quoi ça sert d'apprendre ça, en fait? C'est extraordinairement important. Pour beaucoup d'élèves, ça change absolument tout quand on arrive à leur faire changer de regard par rapport à l'école parce qu'on leur a expliqué à quoi ça sert d'apprendre ça. Là, tout d'un coup, ils s'y mettent. Et ça, c'est ce qu'on essaie de faire aussi. Donc, ce qu'on peut essayer d'éviter de faire en tant que parent, quand on a un enfant qui rentre en quatrième, d'abord, c'est de lire les premières notes qui vont arriver comme un verdict, c'est-à-dire une baisse des résultats ponctuels ne doit pas être alarmant, hein. On n'est pas en train de paniquer, on écoute, on essaie de dialoguer, on montre qu'on fait confiance et qu'on va y arriver. Une moyenne qui baisse en quatrième, ça dit souvent la même chose, c'est que la méthode de travail attendue n'est pas acquise. C'est plus ça qu'une baisse de niveau, en fait, souvent. Parce que la quatrième, vous l'avez compris, ça va plus vite, ça demande une autre façon de travailler. Et donc, ce qui sépare votre enfant du premier de sa classe, en fait, ce n'est pas les capacités. Dans 99,9% des cas, ce n'est pas une question de niveau, ce n'est pas une question de capacité, c'est trois choses. Un, le premier de sa classe, il est mieux organisé que lui. Il a compris qu'on relit ses leçons le soir, qu'on anticipe quand on révise un contrôle. Deux, il a une meilleure méthode. Il sait ce que c'est de travailler. Il a compris que pour commenter un texte, le prof attend qu'on suive une forme imposée, que pour réussir à faire une démonstration de maths, en fait, il faut avoir tel geste mental, tel raisonnement. Il sait gérer son temps. Bref, il sait travailler, il a une bonne méthode. Et enfin, et peut-être d'abord, en fait, j'aurais peut-être dû le mettre en un, il a développé le goût de l'effort et de la ténacité. Il sait que, comme nos sports, on progresse par petits efforts répétés. La bonne nouvelle, c'est que les trois leviers dont je viens de parler s'acquièrent. Et comment? Eh bien, pour développer le goût de l'effort, j'en m'en remets à nouveau à un sportif parce que je pense que ça peut parler beaucoup aux enfants. Léon Marchand, que vous connaissez probablement, nous dit la chose suivante: la motivation est émotionnelle. Un jour on l'a, le lendemain non. Donc il se méfie un peu de ça, lui, en termes de levier. Ce qu'il considère, c'est que plus que la motivation vers vraiment, ce qui compte, c'est la constance, en fait. Il dit ceux qui gagnent ne sont pas forcément les plus motivés parce qu'on ne peut pas tenir dans le temps. Ce qui compte, c'est la constance. Environ 80% des jours où je me suis entraîné, je n'avais pas envie d'y aller. J'avais aucune envie de me lever à 5 heures du matin pour sauter dans l'eau. On y va parce que le groupe et l'entraîneur attendent. Puis la discipline devient une routine, ensuite elle devient automatique. Donc c'est complémentaire avec ce que j'ai dit avant, c'est-à-dire qu'il faut quand même du sens pour créer de la motivation, mais il ne faut pas non plus se raccrocher à de la motivation parce qu'elle ne pourra pas tenir de façon continue. Et c'est vrai que le rituel, le goût de l'effort, les habitudes, ça c'est quelque chose qui vont tenir dans le temps et ça peut s'acquérir. Et finalement, ce qui fait beaucoup la différence à l'école, mais dans beaucoup de choses dans la vie, c'est ce qu'on appelle le grit. Il n'y a pas de mot en français pour traduire ce terme anglais, américain en fait surtout. Le grit, qui est beaucoup plus important que le QI dans la vie, c'est quoi? C'est la capacité à vouloir, à ne pas se résigner, à persévérer, à agir. Je voulais une phrase, une citation, mais c'est Jacques Attali qui écrit ça dans un livre qui essaie d'expliquer pourquoi les gens qui réussissent réussissent. Ils disent, on l'associe souvent, alors c'est donc la capacité à avoir la ténacité à vaincre les obstacles. On l'associe à la résilience, à l'ambition, à la volonté et surtout, ça c'est important, à la capacité à s'en tenir à un projet à long terme malgré les difficultés. Et donc, le grit, c'est quelque chose qui, on le voit, est toujours présent chez ceux qui réussissent. Alors, comment on l'acquiert? La bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas une grâce qui est tombée du ciel, ça se cultive, ça se développe, ça se fabrique. Et alors, comment ça se développe et comment ça se fabrique? D'abord, en ayant une attitude positive devant les difficultés, en étant tenace, en se nourrissant de petits plaisirs liés à un effort, puis à un effort plus long. Ça, c'est intéressant. S'il n'arrive pas à travailler, eh bien, ou n'arrive pas à lire, eh bien, il lit 5 pages aujourd'hui, et il lira 6 pages demain, et il lira 7 pages après-demain, 8 pages dans 4 jours. En rajoutant chaque jour un petit effort supplémentaire, en fait, on va
on va l'habituer à l'effort. Ou alors en donnant des récompenses régulièrement, en se rendant compte, ça peut être des récompenses purement visuelles, on coche des croix dans un planning dès qu'on a réussi à tenir l'objectif qu'on s'était donné. Et quand on voit toutes ces croix qui s'accumulent, on a envie de continuer. Donc le grit, il peut s'acquérir grâce aux autres, l'entourage joue un rôle important. C'est contagieux le grit en fait. Quand on est au milieu de gens qui en veulent, qui ont la niaque, en fait, ça aide énormément. C'est le cas d'une équipe sportive où le grit des uns vont renforcer celui des autres. C'est aussi dans une famille la force mentale des parents, des frères et sœurs qui va porter vers le haut. Et donc c'est ça qu'il faut essayer de mettre en place. Et ce qu'on peut essayer de donner comme état d'esprit à un enfant qui est plutôt, n'a pas, a priori, n'a pas trop le grit quand on voit qu'ils ont la flemme, qu'ils souffrent, qu'ils veulent rien faire. Mais s'il est entouré de cette énergie, il va quand même en capter une partie. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que la quatrième, c'est une année charnière dans la construction de l'adolescent, que son corps, ses émotions sont en pleine tempête, que vous devez jouer un rôle euh, qui consiste à trouver un équilibre entre présence et autonomie, hein. On met une rambarde pour ne pas, pour pas qu'il tombe, on le protège, mais en même temps, on ne le tient pas en laisse non plus. Ce qui change beaucoup, ça va être la méthode beaucoup plus que le niveau, la méthode pour s'organiser dans le travail, la méthode dans la compréhension de ce qui est attendu par les profs, et puis le goût de l'effort, qui est un peu le préalable à tout, qui se cultive. Donc nous, on propose, si vous le souhaitez pour cet été, des stages de remise à niveau qui peuvent prendre, pour reprendre les bases, la méthode de travail avant la rentrée et démarrer l'année finalement avec un départ lancé. Ça prend la forme de stages collectifs de pré-rentrée qui ont lieu à distance, hein, les 2 dernières semaines d'août, soit la troisième semaine, soit la quatrième semaine d'août. C'est des cours en tout petit groupe avec des profs, soit, si vous préférez, complètement individuels, sur mesure. C'est possible aussi. Et ce qu'on propose, nous, pendant la année, un accompagnement qui prend la forme de plusieurs formats. Il y a plusieurs points de contact chaque semaine. Tout ça, c'est à distance. D'abord, il y a des ateliers de méthode avec des grands profs, des profs qui viennent de la prépa au départ, qui viennent vraiment des études supérieures et qui sont capables de comprendre, de faire comprendre à un enfant comment on travaille efficacement. Et en général, on crée des déclics lors de ces grands ateliers de méthode où ils sont très actifs, qui leur sont très utiles pour la vie ensuite. Et puis, il y a pour le suivi individualisé, en plus de ces grands ateliers de méthode, des cours, soit en tout petit groupe, soit individuels, c'est vous qui voyez, qui nous permettent de suivre votre élève, votre enfant, en fonction de ce qu'il a à faire à l'école, des contrôles qu'il a à organiser. On crée un plan de travail avec lui qui est mis à jour chaque semaine et dans lequel il y a des activités qui doivent être faites, soit pendant le cours, soit ensuite en autonomie, dans le cadre de séances supervisées qu'on met en place, une sorte de bibliothèque de travail en ligne et qui nous permettent, avec des exercices qui ont été conçus par des professeurs agrégés, qui utilisent l'IA, mais une IA qui est extrêmement sécurisée et fiabilisée sur le plan pédagogique, qui va leur permettre de travailler entre les séances. Parce que l'enjeu, c'est pas de faire juste un cours et de dire rendez-vous la semaine prochaine, c'est de se voir à plusieurs moments et de lui permettre de continuer. Donc il y a un plan de travail, des rapports qui sont envoyés chaque semaine, et puis on a au départ un bilan méthodologique qu'on commence par faire avec votre enfant pour comprendre comment il travaille. Il y a une petite trentaine de questions qu'on lui pose et qui nous permettent de comprendre ce qu'il fait quand il se met à son bureau et ce qu'il ne fait pas, et d'identifier des solutions pour qu'il soit beaucoup plus efficace. Donc il y a une semaine d'essai pour vérifier que votre enfant adhère, hein. Si ça ne marche pas, il ne faudra surtout pas insister parce que l'objectif, c'est qu'il y ait des résultats qui soient visibles assez rapidement. Et on a donc un parcours spécifique pour les élèves qui ont des besoins éducatifs particuliers. Voilà, j'avais dit que je donnerais moins d'une heure, mais c'est le cas. J'espère que j'ai été utile et je reste à votre disposition pour répondre à toutes vos questions maintenant. Je vous rends la parole. N'hésitez pas à me dire dans le chat d'abord si ça vous a intéressé, si il y a des sujets que vous auriez aimé aborder que j'ai pas pu aborder, si vous avez des questions. Je suis preneur de tous vos feedbacks sur ce live. Dites-moi si j'ai répondu un peu à vos attentes pour la quatrième. Si c'est des choses qui si des inquiétudes demeurent, si des questions demeurent, si on peut vous aider d'une façon ou d'une autre. Notre objectif, c'est de faire en sorte que les enfants retrouvent le goût de l'effort et envie de travailler, de s'y mettre et de comprendre qu'en fait, ça ne doit pas être un combat, l'école, mais qu'au contraire, tout est une question de regard et ça joue beaucoup avec les profs. Mais si les profs sont pas bons à l'école, on peut faire quelque chose pour les faire changer quand même de vision par rapport aux maths, au français, enfin tout ce qu'ils n'aiment pas. Moi, j'aime rien tant que de changer le regard d'un enfant qui est malheureux à l'école et du coup faire comprendre qu'en fait, ça peut être passionnant. Tout dépend comment on l'enseigne.
Et puis surtout, c'est pas très compliqué. On serait en première spé maths, je vous dirais là, bon, en maths, ça devient chaud là. Franchement, ça devient chaud là. S'il y a des lacunes accumulées, on ne peut pas faire grand-chose, mais en quatrième, franchement, n'importe quel enfant peut avoir 15 ou 16 de moyenne. C'est qu'une question d'organisation de méthode. C'est pas trop tard, c'est-à-dire qu'il n'a pas accumulé des lacunes irréversibles. Mais en revanche, il faut s'y mettre, il faut du travail. S'il ne bosse pas, ça va être compliqué. Et pour bosser, eh ben, il faut trouver les leviers. J'en ai cité quelques-uns, et l'objectif, c'est de les trouver ensemble, en fait. Voilà. Oui, il y aura un replay absolument. Il vous sera envoyé par mail. Et puis, alors, Alex, vous me dites très intéressant comment faire des sessions de révision le soir lorsque l'on rentre à 17h15, 30 sans qu'il ait l'impression d'y passer toute sa soirée. Ben, c'est ça, l'avantage d'une bonne méthode, c'est que c'est pas forcément des séances hein, qui doivent durer trop longtemps. Donc, une bonne séance, c'est une séance qui est timée dans le temps. Hein. On ne sait pas une séance qui dure éternellement. On se donne une heure et on se dit ce qu'on fait pendant cette heure et on y va vraiment. Et on va droit au but. Et on va droit au sujet qui pose problème. Et donc, voilà, l'art de faire une bonne séance de travail, c'est sûr que c'est un exercice qui s'apprend. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais n'hésitez pas à me la reformuler si vous voulez, parce que, comme vous dites, lorsqu'on rentre à 17h15, 30, il faut faire une pause déjà, évidemment, parce que c'est compliqué de s'y remettre tout de suite. Et puis, il faut, comme disait Léon Marchand, j'aime bien la constance, un rituel. On s'y met à quelle heure? À 18h? À 18h15? À 18h30? Et pour combien de temps? C'est à chaque fois la même chose, et il faut qu'on suive un rituel et qu'on suive une méthode qui soit la même et qui soit un peu enseignée en fait, parce qu'au départ, ils savent pas bien ce que c'est que travailler. Faire une fiche, qu'est-ce qu'on écrit sur sa feuille concrètement quand on travaille? Oui, non, mais là c'est bon, j'ai compris, Alex. Vous me dites, bah bien sûr, il a tendance à dire ça parce que, à nouveau, les ados ne savent pas quand ils ne le savent pas. Et souvent, ils ont l'impression qu'ils connaissent la leçon, mais en fait, le jour de l'interro, du contrôle, ils vont se rendre compte que ça ne suffit pas vraiment. Et donc, c'est ça l'enjeu, c'est d'arriver à vérifier qu'ils savent et qu'ils savent l'appliquer, cette leçon, y compris dans des situations qu'ils n'ont pas forcément imaginées. Par exemple, se poser la question de est-ce que euh, quel exercice peut tomber? Ça, c'est une question importante. C'est, je révise une interro, un contrôle, connaissant les habitudes de mon prof, connaissant la leçon, à quelle forme pourrait prendre l'exercice? À quoi pourra ressembler l'exercice? Se mettre vraiment en situation du prof qui prépare le sujet. C'est beaucoup plus utile que juste d'apprendre. Ça va tomber comment? Ça, c'est un peu mon réflexe d'ancien prof de prépa qui dit ça, mais il y a une dimension un peu utilitaire. On veut réussir. Le but, c'est d'avoir 20. Bon, bah alors, ça peut tomber comment? Le prof, il va pouvoir m'interroger comment? C'est quoi les angles possibles pour appliquer cette leçon? C'est une vision, en fait, qui suppose de se projeter un peu dans la tête du prof aussi. Et donc, effectivement, la méthode va devoir de plus en plus être enseignée si vous voulez qu'il soit à l'aise. Et nous, on est là pour vous aider. C'est pas pour rien qu'on s'appelle la méthode Aristote. On est là pour vous accompagner. Parce qu'effectivement, la bonne mémoire, comme vous disiez, Cathy, pardon, ça ne suffit pas. Il faut une méthode de travail. Et puis, alors là, ce que vous dites, Karine, c'est vous êtes obligé d'être avec lui pour qu'il s'y mette. Ça, c'est aussi très fréquent. C'est un enfant qui met 25 minutes avant de s'asseoir à son bureau et ensuite il s'y met. Mais que de temps perdu. Il faut savoir se donner. C'est là que les sportifs de haut niveau, ils ont un coach en fait qui est intransigeant et souvent les parents sont pas les mieux placés en plus pour pouvoir leur donner des conseils. Souvent les parents, bah, on n'est jamais écouté quoi. Moi, je passe mon temps à essayer de donner d'accompagner le mieux possible les élèves au sein de la méthode Aristote. Et puis ma fille, ma propre fille, quand j'essaie de l'aider, elle me claque la porte au nez, en fait. Donc c'est un peu frustrant. Voilà. Et effectivement, quand on rentre du boulot soi-même, bon, c'est assez épuisant de devoir s'y mettre. C'est aussi pour ça qu'on fait ça. Euh, Bon, eh bien, en tout cas, j'espère qu'on va pouvoir vous aider. Je reprendrai, oui, je vous inviterai à une conférence sur les enfants neuroatypiques avec plaisir. Je vais la faire d'ici la fin de l'été, je pense. Parce qu'il y a tellement de choses à dire et l'école n'a souvent pas la bonne réponse, une faute de moyens en fait, hein, mais il y a des trucs qu'on peut imaginer, ça a été de beaucoup plus documenté ces dernières années. Merci à tous pour votre participation. Merci d'avoir été actifs dans le chat. C'est très sympa de ne pas se sentir seul et d'avoir été aussi
aussi réactif et de d'avoir donné vos réponses au sondage, d'avoir participé. Merci Cathy, merci Karine, merci Noémie, Fazia, Catherine, Émilie, Élie, Fiona. Merci Isabelle, merci à tous et puis donc, n'hésitez pas si vous voulez, je vais peut-être vous mettre, si vous voulez qu'on se rencontre, je vous mets un lien pour prendre rendez-vous si vous voulez avec l'un de nos conseillers et puis si vous voulez en savoir plus sur le stage de pré-rentrée, je vous donne deux petits liens, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi demander de faire un bilan méthodologique si vous voulez euh, pour votre enfant. Donc, vous avez une documentation sur le stage de pré-rentrée, vous pouvez prendre un rendez-vous, vous pouvez nous appeler, vous pouvez nous écrire, n'hésitez pas. Et donc, à très bientôt. Au revoir, Karine. Au revoir à tous. Merci. Et oui, Lucas, pour vous répondre, bien sûr, Lucas, il était avec nous. Est-ce qu'il est encore avec nous? Myriam, je ne sais plus s'il est en congé en ce moment ou s'il est encore là. Je pourrais me renseigner si vous voulez. À bientôt. Merci d'avoir pris le temps ce matin d'avoir été présent. Vous recevrez donc non seulement le replay par mail, mais aussi le support, au cas où vous voulez retrouver ce que j'ai écrit sur ces slides. À très bientôt, Timothée. Ah, Timothée, il y avait un papa. Ben voilà, c'est bien qu'il y ait des papas quand même, parce que bon, franchement, il y a quand même beaucoup, beaucoup de mamans. Mais que font les papas? Est-ce qu'ils s'occupent un peu de la scolarité de leurs enfants ou est-ce qu'ils ils se reposent uniquement sur leurs femmes? J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de mamans quand même. Bravo à vous, vous êtes très courageuse de vous occuper de ces sujets, mais c'est les sujets les plus importants en fait quand même, parce que leur donner les moyens d'accéder au métier de leur rêve à travers leur dossier scolaire, c'est quand même ce qu'on peut faire de plus efficace en tant que parent, de plus utile, je pense. Enfin, pas de plus utile, mais une des choses qui mérite d'être, sur lesquelles on mérite de passer du temps. À bientôt!